Bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial qui traitera de la condition de la veuve au Gabon et dans le reste du monde. Privées de leurs droits, humiliées, chassées de leur domicile, elles côtoient bien souvent la souffrance et la pauvreté. Des millions de femmes veuves sont confrontées à une violence innommable et inexplicable à travers le monde, instituée pourtant par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2010, la journée internationale de la veuve célébrée le 23 juin de chaque année souffre de son manque d'appropriation par les concernés et par la société. Au Gabon, le ministère en charge des solidarités nationales, en collaboration avec Gabon 24, s'interroge aujourd'hui sur les avancées depuis le plaidoyer de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, pour l'institution de cette journée internationale des veuves. Durant 52 minutes, je recevrai 6 personnes. Dans la première partie, Madame Micheline Otunga, qui est directeur général de la protection des veuves et des orphelins. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Merci Madame Galibika. Juste à côté de vous, il y a Madame Marie-Anne Boga, qui est magistrat hors hiérarchie, procureure générale adjoint à la Cour de cassation, membre de la Commission des droits de l'homme et de l'ONG Agir pour le genre. Merci d'être avec nous. Merci, Madame. Et tout à côté, le meilleur pour la fin, elle est néanthropologue. Voilà, elle va vous dire en quoi consiste son travail, surtout en ce qui concerne cette question essentielle sur laquelle nous allons nous entretenir. Il s'agit de Madame Florence Bicoma. Elle est donc anthropologue, comme je l'ai dit, maître assistant CAMES. Merci. Merci, Madame. Bienvenue. Dans la seconde partie, je recevrai Madame Pepesi Oguligende, leader de la société civile, présidente de l'ONG Malachi. Il y aura à côté d'elle le docteur Dani Bekale, qui est lui sociologue, maître assistant CAMES, et puis Pamela Barbe-Ngwabit, qui est Kumba, DGA du bien-être. Toutes ces personnes viendront nous édifier sur l'évolution de la condition de la veuve depuis 2010 jusqu'à ce jour. Mais avant, l'état des lieux, quel est-il? Quelle est la place de la veuve au Gabon aujourd'hui? Que peut-on retenir, Madame le directeur général? Madame Galibika, merci. Ce que l'on peut retenir au Gabon pour l'état des lieux des veuves, c'est que le Gabon a mis en place une direction générale spéciale chargée de la protection de la veuve et de l'orphelin depuis 2008 et au cours des différentes années jusqu'à ce jour, ce département directionnel existe au sein du département ministériel en charge des questions de solidarité nationale et cette direction générale a pour mission d'accompagner, de protéger les veuves. L'état des lieux que l'on peut faire, c'est que nous recevons pratiquement 200 veuves par année qui souvent viennent se plaindre des difficultés auxquelles elles sont confrontées après le décès de leur conjoint. Et pour cela, le Gabon a élaboré plusieurs textes de loi pouvant protéger ces veuves qui souvent ne savent pas ce dont elles ont droit et qui ne s'approprient pas les différentes mesures qui sont prises à leur bénéfice. À la suite du plaidoyer de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait par consensus, comme je l'ai dit, le 21 décembre 2010, cette journée internationale des veuves. Dans les faits, c'est adopté. Mais dans la réalité, il n'y a que les veuves sont spoliées. Ma question, c'est, il y a cette belle loi de 63 qui a été revue en 2015, qui consacre véritablement la place de la veuve après le décès du conjoint. Qu'en est-il ? Pouvez-vous nous rappeler cette loi d'entrée de jeu et nous dire, est-ce que cette loi est suffisamment vulgarisée pour que cette femme-là se l'approprient? Merci, Madame. En fait, nous arrivons en 2015 pour nous voir dotés d'un code répondant un peu aux préoccupations des uns et des autres. C'est-à-dire qu'avant 2015, il y a eu, Madame le directeur général vient de vous dire, il y a déjà eu la création d'une direction générale en 2008. C'est pour vous dire que c'était une attente, un besoin exprimé par les femmes, par la société gabonaise. L'appropriation par la première dame du Gabon de cette problématique et portée au niveau international a permis de faire bouger les lignes considérablement au Gabon. Ainsi, première célébration de la GIV, 2011. Avant cela, il y a eu un état des lieux des problèmes posés. Donc, une étude socio-juridique de la situation de la veuve au Gabon.
Notons qu'au Gabon, on ne parle pas de la veuve. La loi ne parle pas de la Mais veuve. du conjoint survivant. La loi parle plutôt du conjoint survivant pour que l'on comprenne bien qu'il est pris en compte la situation de l'individu qui se retrouve séparé de son partenaire. Je m'arrête là. 2 minutes. Pour vous poser la question, on n'a pas souvent entendu des veufs se plaindre, quand bien même il en existe. La réalité est là, Madame Boga, il faut qu'on nomme les choses pour pouvoir trouver des solutions. Il n'y a que les veuves sont spoliées. Cela veut dire que votre loi là, de 2015 n'est finalement pas accessible à ces femmes qui pourtant ont des droits mais ne savent pas. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Madame Boga? Il y a des veufs, oui, le conjoint survivant, c'est la veuve et le veuf, mais il n'y a que la veuve qui est spoliée. Comment ça s'explique? Bon, déjà, madame, il faut revenir à la situation sociale de la plupart des pays, notamment d'un pays comme le nôtre. Le pouvoir économique est souvent détenu par les hommes. Ce qui fait que, en termes de proportion, il y a certainement plus de conjoints survivants, femmes, dans le besoin, qui se retrouvent dans une situation dramatique après la mort du mari, qu'il y en aurait par exemple d'hommes se retrouvant dans les conditions similaires. Ajoutez à cela que nous sommes dans une société où on nous dit par exemple souvent qu'il y a des hommes battus, mais quand vous les invitez à dénoncer les faits, il y a cette pudeur sociale qui veut qu'un homme ne se plaigne pas. Et en cela, nous avons besoin des communicateurs. Quand il s'agit de dénoncer des faits, il n'y a pas de honte à avoir. La loi, elle s'applique à tous. D'accord. Il y a les pesanteurs socioculturels. Madame l'anthropologue, dites-nous, la place de la veuve, quelle doit être cette place par rapport à ces pesanteurs socioculturels? Nous sommes dans un pays, le Gabon. Au Gabon, il n'y a que, jusqu'à un passé récent, jusqu'à avant 2015, la veuve était, la femme était la femme de la famille. On sort de ce carcan et la loi dit, elle devient très précise, elle dit le conjoint survivant a des droits. Il ne dit pas que la famille a des droits, on dit le conjoint survivant, les héritiers légaux, on parle du père et de la mère du défunt. Mais aujourd'hui, madame, les pesanteurs socioculturels font que les choses n'évoluent pas dans le sens de l'amélioration des conditions de la veuve. Que dire? Bon, merci madame. Sociologiquement et anthropologiquement, on dira que le veuvage est une pratique culturelle. Il faut en effet accompagner la veuve parce que cette pratique, elle interpelle ou elle appelle les rituels qui permettent à la veuve de vivre, j'allais dire psychologiquement et physiquement, hein, la condition dans laquelle elle se trouve. Il faut quand même rappeler que le décès d'un époux est un moment de rupture. Et j'allais dire, les protocoles rituels qui sont là vont donc encadrer ce moment de rupture-là. C'est une condition de marge. Et j'ai envie de dire que la situation actuelle est une aliénation des protocoles traditionnels de prise en charge de la veuve. Et je pense qu'il y a en ce moment une confrontation j'allais dire, de deux situations. Donc, la condition moderne, la lecture moderne du veuvage et la lecture traditionnelle du veuvage. En ce moment, il y a le droit qui est là, qui permet aux veuves, justement, de dénoncer, de prendre en charge leurs conditions. Il y a aussi, par rapport à ces femmes-là, l'obligation, justement, d'accepter le protocole qui s'impose à elles en tant qu'épouse et par rapport... Le protocole traditionnel. Voilà, le protocole traditionnel et par rapport au fait que la société elle-même l'impose à la femme. Et donc, ces deux visions vont en effet être à l'origine de toute cette situation d'aliénation que nous connaissons. C'est-à-dire, la veuve est spoliée, elle n'est plus reconnue comme la femme de la famille, elle est chassée, et cette situation vient ici en contradiction justement du regard traditionnel que nous avons de la veuve. D'accord. Il y a que
je vais développer davantage ce que vous dites avec le sociologue dans la seconde partie, parce qu'il y a forcément des conséquences. Lorsque l'on arrive à cet état des faits, il y a que la veuve est devenue un bien matériel, une chose que l'on chasse, un individu qui est devenu persona non grata. Qu'est-ce qui est fait au niveau du ministère? Lorsque ces femmes arrivent se plaindre, quels sont les mécanismes mis en place justement pour apporter le secours, le premier secours, la première assistance à ces femmes-là, Madame le directeur? La première assistance que nous apportons à ces femmes-là, c'est déjà l'écoute. C'est déjà l'écoute et après les orienter, les accompagner, les orienter dans les différents services administratifs qui s'occupent de ces questions, en commençant par le ministère en charge des solidarités nationales et arriver jusqu'au bout du processus. Donc, nous avons au sein du département ministériel notre cellule d'écoute qui est au sein de la direction de l'assistance de la veuve et de l'orphelin, qui devient assistance, et nous accompagnons la femme dans tout le processus qui lui est dû, qui est mis en place pour qu'elle rentre dans ses droits. Quand vous dites accompagner, quel type d'accompagnement? Allons-y au détail. L'accompagnement, il est l'accompagnement juridique, l'accompagnement administratif et l'accompagnement même auprès des familles. Parce que lorsqu'on parle d'écoute, après nous allons au contact des personnes, au contact des familles du DECIJUS pour permettre à ce que les femmes qui sont chassées, qui sont considérées comme des biens, rentrent dans leurs droits. Et pour cela, nous nous faisons accompagner par les collègues du ministère en charge de la justice. D'accord. Et souvent, quelle est l'impression que vous avez? Le Gabon, c'est 9 provinces. On va rester dans le Gabon parce que c'est ce qui nous intéresse. Le Gabon, c'est 9 provinces. Les cas de spoliation ne sont pas que concentrés à Libreville. Ils sont également dans les 9 provinces. Moi, je vais encore titiller la justice. Vous faites de belles lois. Vous écrivez, à l'Assemblée nationale, il y a de belles lois que vous mettez en pratique. Mais entre la mise en place, la mise en pratique de ces lois et les destinataires que sont les veuves, puisqu'il s'agit d'elles, il y a comme un fossé. Il est profond. Personne ne veut s'y engouffrer. La loi n'est pas audible, elle ne parle pas, elle ne s'applique à personne. Comment on explique ça? 2010, le Gabon porte la voix très haut jusqu'aux Nations Unies, parvient à obtenir une journée internationale, mais qu'au sein même du Gabon, l'on soit toujours face à ces cas de spoliation. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la justice pour vulgariser davantage ces lois et au niveau des ONG auxquelles vous appartenez? Au niveau de la justice, le rôle du magistrat, il faut bien le circonscrire, c'est d'appliquer les lois votées par l'Assemblée nationale et de les appliquer le plus correctement possible. Mais pour ce faire, il faut que les victimes s'adressent à la justice. Et c'est en cela que l'évolution législative de 2015 est très intéressante. Madame le directeur général venait de vous parler d'un accompagnement. Cet accompagnement, avant, à une certaine époque, jusqu'en 2015, seuls les avocats, seuls les spécialistes de l'art, c'est-à-dire du droit, pouvaient accompagner les victimes. Mais on s'est rendu compte que la tâche est grande. Donc, avant 2015, après la première célébration de la GIV en 2011, le Gabon s'est doté d'un décret d'application d'une ancienne loi qui est de 1986 sur l'assistance judiciaire. Donc, textuellement, je veux dire, au niveau des tests, on a ce qu'on appelle les bureaux d'assistance judiciaire. Qui sont ouverts. Qui sont ouverts. Disponibles. Qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas disponibles, tout simplement parce que ça rentre dans les défis, en fait. Mais, quand on se retrouve, qui peut bénéficier d'une assistance judiciaire? Dites-nous. C'est une personne qui n'a pas de ressources suffisantes, qui s'adresse au ministère de la Justice pour dire « je n'ai pas les moyens, mais j'ai besoin d'ester en justice pour être, je suis veuve, je suis conjoint survivant, j'ai besoin d'être accompagnée parce que je ne vois pas clair. » Le ministère de la Justice, par les bureaux d'assistance judiciaire, vont apprécier la demande et lui accorder une aide. L'aide, ça va être par exemple de payer les avocats, les huissiers et autres maîtres de l'art. Donc ces bureaux d'assistance existent. Mais à côté de ça, on a permis à ce que des conseils juridiques, c'est-à-dire quelqu'un qui est un professionnel du droit, sans être avocat, puisse accompagner, et souvent à titre bénévole, les auteurs. Mais
Pour saisir la justice, pour connaître ses droits, il faut chercher soi-même à se renseigner. Il y a l'adage dit « nul n'est censé ignorer la loi », D'accord, je suis mais à tout le monde Lepaka, l'ignore. je suis à Poubara, Vous êtes je suis à Ngomo, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais pas de quoi on parle, comment je fais, mais je suis spoliée. Il y a les services délégués de l'État. Il faut se rapprocher de ces services, notamment en ce qui concerne le ministère de la Famille, il y a les services délégués qui sont des bons conseils. Je vais vous reprendre la parole. Concrètement, comment ça se passe? Pour les personnes qui sont dans les 9 provinces, Madame Otunga, comment ça se passe? Est-ce qu'elles doivent venir, les services là, ils sont accessibles 24 sur 24? Une personne a été chassée de son domicile à 24 heures. Qu'est-ce qui se passe concrètement en termes de prise en charge, véritablement? Au sein des provinces du Gabon, nous avons les 9 services provinciaux de la famille. Qui fonctionnent. Qui fonctionnent, qui existent, qui fonctionnent. Au sein desquels nous avons des travailleurs sociaux qui sont mis à la disposition des personnes, quelle que soit la personne et quel que soit le problème, selon le cas du problème qui relève de la famille, de toutes les composantes de la famille, donc spécifiquement la veuve et l'orphelin. Ces 9 services, je vous le répète, sont accessibles et disponibles pour les populations gabonaises. Accessible, c'est un fait. Quand vous dites accessible, j'ai un problème, je viens, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un problème, vous venez, il y a le travailleur social qui est là, qui vous accompagne au même titre que ceux qui sont à Libreville. Comme je l'ai expliqué dans ma réponse précédente. Ce travailleur social va accompagner, va orienter la personne vulnérable dans les différentes démarches administratives pour le mener jusqu'à la résolution du problème. Et j'ai envie de compléter en disant, oui, allez-y, faites-le. N'oublions pas qu'il y a 9 tribunaux dans les 9 provinces. Mais outre cela, les officiers de police judiciaire, vous avez parlé de la spoliation, vous avez parlé de l'expulsion du domicile conjugal. La police judiciaire, les gendarmeries et autres qui sont les plus près des citoyens peuvent être saisis à tout moment et assister le conjoint survivant qui se trouve en situation difficile. C'est aussi une innovation de la nouvelle loi, de la loi de 2015, où immédiatement l'officier de police judiciaire se revêt de ses prérogatives pour agir au fin de protéger le conjoint survivant. Ce que j'aime chez nous, c'est que tout ça, c'est joli. Hein? Ça se passe souvent. Ça, ce sont les textes. Dans la réalité, il y a une autre lecture à faire. Cette lecture, je vais la faire avec vous, avec votre aide, s'il vous plaît. Dites-moi, comment on peut expliquer le fait qu'une personne qui a été votre épouse, qui peut être votre sœur, qui a été votre maman, par ricochet, ou une cousine, ou une tante, se retrouve dans cette situation, cette condition de veuve, et puisse être chassée, et personne ne s'en émeut. Est-ce que la responsabilité de la veuve n'est pas interpellée à ce niveau, Madame l'anthropologue? Oui, c'est possible, c'est aussi possible, mais il y a aussi, comme elle venait de le dire, il y a parfois une méconnaissance aussi des textes, des outils qui peuvent amener la veuve justement à avoir recours. Et ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est justement, j'ai envie de dire, mener des actions de sensibilisation auprès de ces veuves-là. Peut-être des sensibilisations de proximité. Les journées comme celle-là sont donc aussi une opportunité. Les ONG le font. Voilà, les ONG le font, mais il y a toujours la spoliation. Oui, il y a toujours la spoliation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, de 2010 à ce jour, avec le plaidoyer du Gabon, ce leadership reconnu du président Ali Bongo, de la première dame, du gouvernement gabonais, que l'on soit toujours face à ces cas de violence? Parce que ce sont des violences. Oui, il y a vraiment, anthropologiquement, j'ai envie de dire, même, il y a peut-être aussi un déni aujourd'hui, un rejet de la considération du mariage même, du point de vue de la tradition. Parce que lorsqu'on retourne, on questionne les origines, on sait que dans nos sociétés traditionnelles, une veuve ne peut pas être chassée. Autant sur le plan civil, le mariage prend fin avec la mort d'un des conjoints. Sur le plan traditionnel, le mariage ne prend pas fin avec la mort d'un des conjoints. C'est pas possible. La tradition, justement, a prévu un cadre d'encadrement, un cadre de continuation de l'union, du mariage. À partir de ce moment, la question de spoliation ne devait pas se poser. Si elle se pose, c'est qu'il y a un déni
un déni de reconnaissance ou du cadre traditionnel du mariage. Et mais la tradition, c'est vrai, c'est les valeurs sur lesquelles nous nous asseyons, Oui, Madame normalement. l'anthropologue. Mais il y a la loi, elle existe. Oui. On dit ne faites pas ci, on dit ne faites pas ça, n'allez pas là. On dit que la violence dont on parle n'est pas que la spoliation, n'est pas qu'en rapport avec la spoliation. Et rentrer dans la famille, épouser un autre membre de la famille est une autre forme de violence qui est appliquée à la veuve, qu'elle subit au quotidien. Quelle lecture faites-vous, dites-moi? Oui, il s'agit là du lévirat. Vous êtes en train justement de parler du lévirat sans certainement donner le mot. Épouser un autre membre de la famille. Oui, c'est certainement une violence, mais c'est le cadre traditionnel de continuation du mariage. Et puis, j'ai envie de dire que le lévirat, c'est d'abord une cohabitation. C'est une cohabitation. Le mariage ne prenant pas fin avec la mort du conjoint, la femme demeure justement dans la famille et elle est accompagnée, elle est encadrée par un autre membre de la famille. Il s'agit d'une cohabitation. Ah. Pas nécessairement. Il n'y a pas de rapport. Pas nécessairement. Ça, c'est vous qui le dites ou c'est dans les faits, ça doit se passer comme ça? Dans les faits, dans le cadre du lévirat, il s'agit d'abord d'une cohabitation qui peut bien évidemment aller au-delà de ça lorsqu'il s'agit justement d'avoir des héritiers, si la femme est encore en âge de procréer. D'accord. Voilà, ça peut aller au-delà. Merci justement. beaucoup. La loi est claire. Ne faites pas ci, ne dites pas ça, mais les pesanteurs socioculturels disent attention. On a enlevé le conseil de famille. Donc l'oncle, le neveu n'ont plus droit de citer. Désormais, c'est pour le conjoint survivant, les héritiers légaux et même en usufruit, donc les enfants de l'un des conjoints, et aussi le père et la mère du survivant, la tradition et la loi. Il y a que la balance pèse toujours du côté de la tradition. Comment on règle la question? Le législateur a réglé la question. Oui. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il faut repartir dans le cadre gabonais. Qu'est-ce qui se passait? Dans la tradition, comme vient de dire Madame l'anthropologue, il y avait une organisation sociale et l'enfant et la veuve étaient en fait des mineurs permanents dont il fallait s'occuper. L'aîné est parti, mais il y a le petit frère qui continue à s'en occuper. Mais hélas, la société a évolué vers plus d'égoïsme, plus de cupidité. Il faut dire ce qui est, il y a plus de cupidité. Ce qui fait que on veut bien récupérer les affaires du frère, mais on ne veut pas prendre ses charges. Donc la veuve et les enfants. Donc la veuve et les enfants. Il arrive qu'on chasse la veuve et les enfants de la maison, on les met dans la rue et parce qu'on est le frère du décujus, on vient s'installer. Sans souci, sans honte. Il fallait que le législateur trouve une solution, quitte à ce qu'on dise que cela ne répond pas à nos mentalités. C'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. En 2015. D'abord en 1989, avec le conseil de famille. Conseil de famille dans lequel la famille avait une grande place. Mais les veuves et les enfants ont continué à souffrir. L'évolution en 2015, c'est de dire, je sépare les catégories, je crée des catégories nettes. Donc, il y a une catégorie dite des héritiers légaux. Ailleurs, les pères et mères, excusez-moi, les pères et mères sont exclus en présence de descendants et de conjoints survivants. Mais nous sommes des Africains. C'est ce père, c'est cette mère qui a envoyé son fils à l'école ou sa fille à l'école. Donc, il est tout à fait normal qu'à son décès, cette personne ait une place importante dans l'héritage. Rapidement. C'est pour ça que dans les héritiers légaux, vous avez le conjoint survivant, vous avez les enfants et vous avez les ascendants, donc les pères et mères. Et puis, il y a une autre catégorie sur laquelle nous n'allons pas nous étendre, les frères et sœurs et leurs conditions d'accéder. Donc, voilà en fait la question. On protège, le législateur de 2015 a fait le choix de mieux protéger les héritiers légaux. Alors, nous allons malheureusement arriver au terme de cette première partie. Oui, nous y sommes, oui. Il reste juste un dernier tour de table, ce qui nous permet de parler de la célébration de cette journée des veuves. Il y a un questionnement 10 ans après, que dire aujourd'hui de la condition de la veuve au Gabon, brièvement, et nous faisons un dernier tour de table. La condition de la veuve au Gabon 10 ans après
a quelque peu évolué parce que certaines d'entre elles peuvent aujourd'hui se targuer d'avoir une connaissance de ce qui se passe à leur bénéfice. L'avancée de la loi, c'est également le travailleur social que nous sommes qui va au-devant de la scène afin de faire comprendre aux populations que la veuve n'est pas un objet, la veuve est une personne qui doit bénéficier de ses droits. Et cela, nous le faisons souvent à travers des campagnes de sensibilisation. Campagnes de sensibilisation pour rappeler aux uns aux autres l'existence de la loi, pour rappeler aux uns aux autres les droits de la femme en général, et en particulier celui de la veuve, qui ne doivent pas être bafoués. Elles doivent arrêter de se taire. Il y a les pesanteurs socioculturels, il y a la loi. Elles doivent trouver leur équilibre. Madame l'anthropologue, rapidement. Tout à fait. Il faut qu'elles parlent. Je pense que les voies de recours sont là. Madame le directeur général a dit qu'il y avait des services décentralisés de l'État qui sont dans les provinces. Ben, ces services sont là pour les écouter. Et certainement, il y a aussi la police judiciaire qui est là, qui peut aussi, en effet, se saisir de la question et protéger la veuve. Mais en ce moment où nous sommes en train de vivre la pandémie, c'est peut-être aussi le lieu d'accentuer justement la sensibilisation. Très bien. Parce qu'avec justement le respect des mesures barrières, il y a quand même ici aussi une difficulté à encadrer la femme en situation de veuvage. Très bien. Parce qu'une veuve, elle doit être entourée, elle doit être accompagnée, mais la pandémie nous impose une distance. Rester, voilà. Il faut, on doit apprendre à vivre avec. Il y a la loi. Merci beaucoup, Madame l'anthropologue. Merci beaucoup. La loi, elle est là, elle est claire, elle est impersonnelle. Malheureusement, elle ne s'applique pas dans tous les cas. Que dire? Adressez-vous à ces veuves pour qui ne connaissent pas leurs droits et adressez-vous à ces spoliateurs. Le défi pour nous, c'est de voir un Gabon où tout le monde connaît ses droits et une justice où le droit de tous est reconnu sans difficulté. Voilà. C'est un défi. Madame le directeur général. Pour finir, l'un des objectifs que nous avons lorsque nous réalisons une émission comme celle-ci et que nous venons sur le plateau comme celui de Gabon 24, c'est justement pour dire à ces veuves, à ces compatriotes de ne pas se taire, de ne plus se taire, de ne pas rester en victime et de savoir venir s'adresser à l'administration qui est là pour elles. Il faut qu'elles sachent que nous avons au sein de notre département ministériel des mécanismes d'accompagnement comme principalement celui du parcours administratif de la veuve qui peut les orienter depuis le décès du décujus jusqu'à ce qu'elles puissent entrer en possession de leurs droits et qu'elles ne soient plus violentées de quelque manière que ce soit, car elles ont des droits et ces droits doivent être respectés. Merci beaucoup. Et c'est sur cette note d'espoir que l'on va se quitter. Vous, pour le premier panel, merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette première partie. Je recevais donc Madame Marie-Anne Boga, magistrat hors hiérarchie, procureur général adjoint à la Cour de cassation, membre de la Commission des droits de l'homme et de l'ONG Agir pour le genre. À côté d'elle, il y avait le docteur Florence Bikoma, anthropologue, maître assistant CAMES. Et à côté de moi, Madame Micheline Otunga, directrice générale de la protection des veuves et des orphelins. Merci mesdames d'avoir été avec nous, 26 minutes, vous avez vu, c'est vite passé. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission avec un autre panel. Bienvenue dans la seconde partie de cette émission qui reçoit 3 nouvelles personnes. Madame Pepesio Gouligende, leader de la société civile et présidente de l'ONG Malachi, merci d'être avec nous. Merci. Juste à côté de moi, une autre femme. On garde l'homme pour la fin. Il s'agit de Madame Pamela Barbe Ngwabit Kumba, DGA du bien-être. Merci d'être avec nous. Merci. Vous allez nous dire comment parvenir à un bien-être de la veuve au Gabon. Vraiment, vous avez la solution. Et puis, le seul homme de cette émission, le docteur Dani Bekale, qui est sociologue et maître assistant CAMES. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la première partie. Nous avons été nous sommes restés dans ce que dit la loi. Nous avons vu les mécanismes mis en place par le ministère. Mais une question me vient, celle de savoir quel est le profil de la veuve finalement. On rencontre des personnes qui vivent 30 ans, 15 ans avec une personne qui ne sont pas mariées légalement. D'autres personnes qui rencontrent une personne et elle décède au bout de... Quel est le profil véritable de la veuve au Gabon? Alors, merci Madame Gallica pour l'opportunité que vous m'offrez. Pour répondre à votre question,
je voudrais indiquer principalement deux perspectives. À savoir que dans un premier temps, est considérée comme veuve une femme qui, sur le plan coutumier, sur le plan traditionnel, a été mariée à un homme, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui a apporté la dot pour épouser une dame. À partir de ce moment, lorsque le monsieur vient à décéder, la femme, dans la société gabonaise, est considérée comme la veuve du défunt. Il y a la deuxième possibilité qui nous inscrit donc dans le droit positif, dans le code civil, c'est lorsque il y a eu contraction de mariage légale entre deux personnes et que le conjoint vient à décéder. Là aussi, on considère à la société gabonaise qu'on est en face d'une veuve. Mais toutes les personnes, tous les couples qui vivent en concubinage, qui vivent sans forcément légaliser l'union, soit auprès d'un agent d'état civil ou rencontrer les parents pour déposer une dot, toutes ces personnes en réalité ne sont pas protégées et par le droit, le code civil et par le droit coutumier. Donc en réalité, au Gabon, la veuve, c'est essentiellement la dame qui a été épousée à la coutume ou alors ou, parce qu'aujourd'hui on se marie à la coutume et à l'état civil. Donc au Gabon, la veuve, c'est celle qui a été épousée à la coutume et ou celle qui a été épousée à l'état civil. Madame Ogouligende, discriminée, déshéritée, accusée de tous les maux, la femme souffre. Son nom est souvent mêlé à des adjectifs comme cette méchante femme-là, elle n'était pas bien lorsque son mari vivait, et le jour de la disparition de ce dernier, elle se retrouve privée de ses droits. L'impression qui se dégage de ce sinistre tableau que je viens de dresser, c'est que la femme, on a l'impression qu'elle accepte. Elle ne connaît pas ses droits. Vous, qui êtes sur le terrain de la sensibilisation depuis des années, quel est le constat que vous avez fait et que dites-vous? Que répondez-vous à cela? Bon, déjà, permettez-moi de remercier le ministère en charge de la femme pour l'organisation de cette table et donner quelques statistiques pour montrer l'ampleur. Nous sommes à 258 millions de veuves dans le monde. Une veuve sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. Et selon les statistiques de la Fondation Sylvia Bongo, dont on peut saluer le leadership vraiment de la première dame, il y a 47% de veuves qui sont victimes de maltraitance et de spoliation, et 21% de ces femmes accèdent à leurs droits. C'est pour dire qu'il y a eu de gros efforts, parce que le fait déjà d'en parler, on sait que dans les pratiques culturelles, la veuve n'avait même pas droit à la parole. Si on en parle déjà aujourd'hui, c'est pour montrer que 10 ans après, il y a eu quand même une libéralisation en fait, de la parole. Mais maintenant, dans la pratique, c'est à notre avis, c'est la question des droits des femmes en général. Nous vivons quand même dans un pays où il y a de nombreuses opportunités en termes d'autonomisation, mais certaines pratiques culturelles néfastes continuent à maintenir la femme dans cette position où, je pense, elle s'investit tellement dans le mariage en espérant un jour vraiment récolter les fruits vraiment de cet engagement, sans parfois tenir vraiment, saisir les opportunités vraiment qui s'offrent à elle. Donc il y a un travail de sensibilisation qui est fait, un travail d'accompagnement, il faut reconnaître tout ce que le gouvernement a fait, et travaille avec la société civile, mais on peut dire honnêtement qu'il y a un travail du côté même de la femme en termes de droits. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la question de l'accès aux ressources. Beaucoup de femmes également ont cette faiblesse d'accès aux ressources qui font en sorte qu'elles soient dans une situation de dépendance. Et lorsque le mari décède, vraiment, c'est la vulnérabilité, si on peut dire, de façon exponentielle. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et lors de la dernière journée internationale de la femme au Gabon, le ministre en charge de la femme a organisé un débat à cœur ouvert. Et il y avait un atelier sur faut-il octroyer une allocation aux femmes qui choisissent d'être des femmes au foyer, en fait, qui font un travail non rémunéré. Donc, il faut voir... Voilà. Donc, ces pratiques culturelles les femmes même elles-mêmes, elles ont été impactées par ces pratiques. Elles considèrent que il faut s'y soumettre pour certaines, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a des dispositifs institutionnels et la société civile qui accompagnent vraiment et pour celles-là qui veulent... qu'il y a des avancées.
il y a des... C'est le cas de le dire. Merci, Madame Ogouli Guendé. Il y a le directeur général du bien-être. Comment la veuve, comment elle fera pour être bien dans sa tête quand on sait que la justice est comme une option. Puisqu'il y a les pesanteurs socioculturelles, la justice devient une option. Non, si je vais là-bas, je vais dénigrer ma famille, je vais dénigrer le nom du défunt, je vais marcher sur les enfants qui portent le même nom. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Vous, au niveau de la direction générale du bien-être, comment vous accompagnez ces veuves-là, justement, qui viennent jusqu'à la direction générale des veuves et des orphelins? Comment vous faites? Qu'est-ce qui est fait au quotidien en termes d'accompagnement? Merci, Madame, déjà pour la question. Il faut rappeler que les questions de veuve, de succession, ne sont que l'effet juridique du contrat de mariage, du mariage. Donc, en fait, la veuve doit être maître déjà elle-même de sa propre vie. Parce que le mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Lorsque l'un des époux vient à décéder, par exemple, le chef de famille, en l'espèce, c'est la veuve qui supplée le chef de famille. Et ce couple a investi, ils ont eu un patrimoine, et au décès de l'un des époux, de facto, de droit, c'est cette veuve-là qui doit hériter du patrimoine laissé par son défunt mari. Donc, à côté de ça, ça dépend. Quand je dis veuve, il y a aussi, là c'est dans le cadre du mariage monogamique, mais dans le mariage polygamique aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, elle se retourne vers le ministère. Pourquoi? Parce que, effectivement, la population, la société dans laquelle elle a toujours vécu, la spolie, la maltraite, la violente. Donc, elle est obligée de se rapprocher du ministère pour quelque peu réparer ce préjudice-là qui a été causé par la société. Comment le ministère l'aide justement à réparer? Nous, ce que nous faisons, nous accompagnons. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont là, le droit positif est là, la veuve a des droits. La veuve a des droits et des obligations qu'elle doit défendre. Beaucoup ne connaissent pas leurs droits. Et nous, ce que nous faisons au ministère, nous avons mené depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation, d'information, d'éducation. Qui ont porté du fruit? Oui, qui ont porté du fruit. J'en vais pour preuve. Et pourtant, il y a toujours des spoliations, il y a toujours des veuves en difficulté. Si le fruit avait vraiment mûri, on n'en serait peut-être pas là. Qu'est-ce qui a manqué alors? Qu'est-ce qui manque jusqu'à ce jour pour que les lignes bougent? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des défis à relever, mais beaucoup a été fait. C'est en termes de sensibilisation, mais en termes aussi de prise en charge. Prise en charge sociale, prise en charge financière, prise en charge psychologique et administrative. Pour en venir à la prise en charge sociale, au niveau du ministère, nous avons, lors des journées internationales, réhabilité certaines habitations des veuves, des veuves économiquement faibles. L'État a alloué une subvention aux veuves d'un montant de 75 000, jadis géré par le Fonds national d'aide sociale et aujourd'hui par la CNAM-GS. Nous avons octroyé l'aide financière et des biens de consommation, le matériel électroménager aux veuves nécessiteuses. Et au niveau de l'administration aussi, nous avons essayé de tisser un partenariat avec les administrations partenaires concernées par la question des veuves. J'en veux pour preuve le ministère du Budget avec les services de la solde, les services de aujourd'hui la Caisse de pension et de prestations familiales, la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a des choses qui sont faites. Voilà, les choses qui sont faites. Les lois ont évolué. D'accord, les lois évoluent. Mais elles évoluent peut-être pas dans le sens de l'amélioration de leurs conditions. Docteur Dany, dites-moi comment expliquer que malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, parce qu'il y en a, l'on voit les ONG à pied d'œuvre, pas seulement le 8 mars, mais chaque année, ces ONG organisent des séminaires, des sensibilisations, des campagnes, etc. Il n'y a que la veuve est spoliée. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de la veuve elle-même qui n'est pas consciente de ses droits? Alors, sur cette question, vous me permettrez de revenir sur les statistiques qui ont été indiquées par la présidente de l'ONG Malachi pour dire que à la lumière de ces chiffres, il faut reconnaître que la question de la spoliation de la veuve reste une question préoccupante dans notre société. Mais elle est préoccupante pourquoi? Parce que, il me semble, et Mme Bikoma, qui a intervenu avant moi, a esquissé quelques éléments de réponse, il me semble que la société gabonaise actuelle est confrontée à
une forme de paradoxe, une forme d'ambiguïté, ce que j'appelle un télescopage permanent entre la société traditionnelle ou les valeurs traditionnelles et la modernité qui nous a été imposée par la colonisation. Aujourd'hui, pendant que dans la société traditionnelle, le veuvage était encadré, était réglementé, des procédures, des mécanismes étaient établis, permettant justement d'opérer cette rupture avec le défunt. Dans la société moderne, il reste que le veuvage apparaît comme une action, on va dire, intime, privée. On n'a pas identifié dans la société les éléments ou les organes qui doivent aider la veuve, puisqu'on parle d'elle, à rompre avec son mari défunt. Et ce qui fait que la réalité que l'on pose aujourd'hui, que vous formulez à travers votre question, qui mettent au jour la récurrence des questions de maltraitance, des questions de spoliation, on va dire quoi, en parallèle avec les sensibilisations qui sont organisées depuis des années et qui aujourd'hui ne permettent pas de baisser considérablement ces phénomènes dans notre société. Je pense que pour répondre de façon directe à cette question, je vois essentiellement deux éléments. La première chose, c'est qu'il faut interroger le niveau d'instruction des femmes. Parce que pour s'approprier un message, pour s'approprier un discours, il faut être capable de le comprendre et de le saisir. Madame la magistrate qui était sur le tableau précédemment aussi a indiqué que nul n'est censé ignorer la loi. Mais or, dans les faits, nous l'ignorons quasiment tous. Et plus encore, ces femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'instruction très important. Donc, dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'échec des campagnes de sensibilisation, même si pour moi ce ne sont pas des échecs, vu qu'un certain nombre de fruits ont été indiqués ici, mais aujourd'hui il faut travailler à revoir le modèle de campagne de sensibilisation qui est réalisé et auprès de quel public. Il faut arriver à identifier le public concerné et voir si le message que nous proposons est adapté, peut être reçu, peut être compris par le public concerné. Donc la première chose, c'est au niveau de l'instruction et naturellement la deuxième chose, c'est de voir comment ces mécanismes, comment ces campagnes sont élaborées et comment on les déploie finalement dans la société. Vous avez présenté dans la première partie de l'émission que le Gabon ne se limite pas à Libreville. Le Gabon est constitué de 9 provinces. Donc il faut être capable, puisque c'est un phénomène qui touche l'ensemble de la société, il faut être capable de porter ces sensibilisations au-delà de Libreville. Où les veuves sont véritablement concernées dans le besoin. Absolument. Donc je pense que aujourd'hui, si on doit réfléchir à nouveau sur le moyen de faire changer les choses dans notre société, je pense que le premier travail à faire, c'est au niveau du Code civil. De mon point de vue, le Code civil reste jusqu'aujourd'hui déconnecté des pratiques culturelles. De la réalité. Et donc, on vote des lois, on veut les appliquer au niveau de la justice, mais il reste que ces lois ne s'appuient pas sur le socle traditionnel. Ces lois sont davantage inspirées du modèle occidental que nous avons hérité avec la colonisation. D'où ce clash qui existe. D'où ce télescopage. Voilà, donc, à mon avis, il faut un travail au niveau du législateur pour que le Code civil s'arrime davantage avec les réalités traditionnelles qui sont permanentes. Chers législateurs, il n'y a rien qui peut se faire sans que l'on ne tienne compte des valeurs socioculturelles. Ce sont elles qui font notre... Et qui définissent notre identité. Absolument. Merci beaucoup. Nous évoluons avec vous, Madame Oguli-Guendé, avec une centaine de pays en confinement. 4 milliards de personnes sont appelées aujourd'hui à rester chez elles. Elles ne sortent pas. Cela a augmenté de façon significative les violences à l'égard des femmes, parfois à l'égard des enfants. Là encore, la veuve paye le lourd tribut, la femme en général paye le lourd tribut, mais la veuve aussi. Que faut-il faire dans ce cas de figure? Avec l'arrivée du corona, il y a encore des choses à faire. Déjà que ça n'allait pas bien avant, avec l'arrivée du corona, il y a plusieurs choses qui sont exacerbées. Comment on règle la question? Bon, régler la question comme ça, c'est vrai que ça nécessite une réflexion d'ensemble. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, la crise, la pandémie du coronavirus amplifie vraiment la vulnérabilité des femmes et notamment celle des veuves qui aujourd'hui, même sur le plan psychologique, vous voyez que dans les pratiques culturelles, il y en a qui sont positives quand même, hein. C'est-à-dire que l'accompagnement de la veuve, aujourd'hui, malheureusement, elle ne peut plus vivre son deuil comme on le faisait, entourée par sa famille, ses amis, parce qu'on a limité le nombre de personnes. Donc, il y a vraiment cette vulnérabilité psychologique, vraiment, qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des mécanismes pour vraiment s'adapter. On a annoncé des mécanismes, Madame Oguli-Guendé. Qu'est-ce qui se passait à une certaine époque? La veuve
vivait son veuvage. Les choses étaient respectées. Oui. À l'époque de nos mamans, je parle d'une génération avant la nôtre, Oui. il y avait que toutes les règles étaient établies et que le respect des choses était... On n'assistait pas à cette violation visible aujourd'hui. Comment on explique ce décalage entre ces traditions qui sont censées être pérennisées et ce qui se passe aujourd'hui? Mais on a dit tout à l'heure qu'on est là justement à cheval depuis le début sur deux modes de gouvernance. Parce que même celles qui se disent souvent veuves, parmi les réclamations, en fait, les revendications, si on peut dire, les cas de spoliation, il y en a qui n'ont pas du tout le statut de veuve au regard du Code civil. Donc, ça part déjà de là. Pour la maman de Lebamba, elle est mariée à la coutume et elle a des droits. Alors que la loi, malheureusement, elle est dure, parce que le Code civil, il faut avoir cet acte juridique qui vous donne le statut de... Donc, je pense que 10 ans après, il y a eu des avancées. Il est vraiment aussi plus urgent, parce que là, vraiment, la crise du coronavirus est également aussi une opportunité pour essayer de repenser les choses, pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette fois-ci mixer vraiment les pratiques. Parce que déconstruire des pratiques culturelles, ça ne peut pas se faire en quelques années. C'est un travail de longue haleine pour revisiter, réinterroger et voir comment s'adapter. Est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte cette réalité culturelle et la réalité de la loi et reconstruire, reconstruire un nouveau modèle? Qu'est-ce que vous me dites? Effectivement, il doit y avoir conciliation entre le monde traditionnel et le monde moderne. C'est ce que la deuxième partie du Code civil, du moins les lois qui ont été révisées, de la loi. ont essayé de faire. À la pratique, c'est le quotidien de nos frères et sœurs. Ce sont nos mères qui sont là dans ces cas de figure-là. Comment on sort de la loi? Et puis on se dit, il y a les pesanteurs, c'est vrai, il y a la loi, mais il y a toujours ce phénomène. Comment on règle la question? La solution, en fait, comme je le dis, c'est de se lever, c'est de se l'approprier, en fait. Les droits, il faut se l'approprier. Si on ne se l'approprie pas, on ne peut pas se lever, on ne peut pas être armé et se défendre. Il faut vraiment se l'approprier et aller vers les autorités, parce que tout a été... Les institutions sont là, le législateur a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut s'élever, amorcer un peu ce chemin-là, qui est le parcours de la veuve pour entrer en possession de ce droit. La veuve est là, je prends pour preuve la deuxième partie du Code civil en ce qui concerne l'organisation du conseil successoral, l'ancien conseil de famille. On a renforcé les pouvoirs du conjoint survivant de la veuve. C'est elle qui a les clés en main. Elle organise le conseil de famille, mais elle ne fait pas fi de la famille, en fait. Il y a les ascendants qui sont là, qui sont considérés comme chefs de famille. Elle organise, elle a les enfants autour d'elle, même les enfants issus d'un premier mariage. Vous voyez, c'est vrai qu'elle était reléguée au 3e rang, là le 2e rang, mais on a toujours la famille à côté. Dans les héritiers légaux, on a les enfants, on a la veuve en second degré, on a aussi la famille représentée par les pères et mères. On ne fait pas fi. Donc, les deux conciliés, je crois que on ne parlerait plus aujourd'hui de spoliation. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Tous les partenaires, la protection, les acteurs de prise en charge doivent jouer leur partition. Que chacun joue sa partition pour le bien-être de la veuve. Voilà. J'aime beaucoup, vous êtes déjà du bien-être, c'est pourquoi vous en parlez avec aisance. Mais comment, docteur Dani, comment alléger les traditions, le poids des traditions qui, bien souvent, ce poids-là prend le dessus sur la loi? Comment on fait pour combiner les deux et alléger surtout ce poids des traditions qui semble avoir toujours... son mot à dire? Je pense que l'identité nationale gabonaise est à construire. Et comme je le dis assez souvent, il revient, c'est une décision politique, c'est des choix politiques que nous devons faire. L'identité gabonaise que nous voulons construire doit-elle s'appuyer sur notre modèle traditionnel ou alors doit-on épouser l'agenda international? C'est ça le défi. Et tant que nous n'avons pas fait le choix de façon concrète du modèle du citoyen que nous voulons construire, nous serons toujours à balbutier entre le modèle traditionnel et le modèle occidental. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est ce télescopage. D'accord. On veut à la fois ressembler à l'Occident, mais on veut aussi garder un peu de notre tradition. Par exemple, lorsqu'on fait le mariage, lorsqu'on arrive au mariage, parce que pour être veuve, il faut passer par le mariage, je l'ai indiqué en début d'émission. Et lorsqu'on se marie justement, aujourd'hui, toute femme qui se marie souhaite commencer par le mariage coutumier. Veut honorer ses parents par la dot. Or, en se mariant à la coutume, lorsqu'il y a des cas de difficultés comme le décès,
Mais il y a aussi tout un appareillage qui se met en place pour aider la veuve à surmonter cette transition de sa vie. Parce que le veuvage, c'est quoi? C'est finalement se poser la question de comment on réorganise la vie après le décès du conjoint. Et là, lorsqu'on veut réorganiser la vie à partir du modèle traditionnel, il y a télescopage avec ce que la loi dit, notamment. Et la question de la spoliation, elle émerge aussi davantage en raison du capital économique ou matériel du défunt. Plus on est riche et plus on a des chances, en guillemets, que notre veuve rencontre des difficultés après notre départ. Mais pourquoi? C'est la question fondamentale. Pourquoi on continue à spolier les veuves, comme vous le dites, malgré la batterie de mesures juridiques qui existent? Parce qu'on n'a pas fait le choix du modèle. D'accord, il faut faire le choix du modèle. Absolument. Est-ce qu'il faut associer donc les responsables, les tenants même de la tradition, les garants de la tradition, toutes ces personnes qui portent haut la tradition gabonaise, ou est-ce qu'il faut simplement que la veuve se contente des mécanismes mis en place par la loi et garde son origine, donc les valeurs qui ont été transmises par ses ancêtres? Comment on règle la question finalement, Madame Oguligene? Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la situation de la veuve soit davantage significative, meilleure qu'hier? Moi, je proposerais l'accélération de la mise en œuvre du plan d'autonomisation de la femme gabonaise. Et justement, la cible des veuves est concernée par ce plan d'autonomisation. Et j'insisterai sur l'allocation de la résilience économique des femmes et des veuves, parce que de nombreuses veuves sont dans les activités génératrices de revenus pour essayer de... Et le constat amer que nous faisons, il y a des femmes aujourd'hui qui se marient parce qu'elles n'ont pas de ressources. C'est un problème. Donc, vraiment, vraiment booster ce plan d'autonomisation, permettre aux femmes d'avoir des revenus. La question de l'éducation, de la formation, on l'a dit tout à l'heure, pour qu'effectivement, elles puissent faire des choix objectifs. Parce que de nombreux problèmes émanent déjà de la méconnaissance. Voilà, la méconnaissance et certaines situations, malheureusement, de difficultés sociales qui font en sorte qu'elles se retrouvent dans des ménages, si on peut dire entre guillemets, des situations de concubinage de longue durée. Donc il y a tout un travail vraiment, et le plan d'autonomisation de la femme qui s'inspire effectivement des objectifs de développement durable, des directives également de l'Union africaine, l'agenda 2063, nous avons là un outil qui peut nous permettre vraiment d'accélérer les choses pour que la femme puisse avoir la possibilité également de se réaliser et qu'une fois, parce que le veuvage intervient à une période de la vie, mais il y a d'abord tout un cadre qu'il faut vraiment encourager à l'autonomisation de la femme pour que, une fois arrivée dans cette situation, elle ne se retrouve pas dans une situation d'extrême vulnérabilité, parce qu'il y a des hommes aussi, malheureusement, qui n'ont pas d'héritage et la femme se retrouve avec la famille livrée à elle-même, et les conséquences sont vraiment néfastes sur la société. Les inégalités se creusent, la pauvreté. Merci beaucoup. Merci Madame Oguligende, ce sera votre mot de la fin. Docteur Dani, dites-nous, il n'y a que de 2010 à ce jour, grâce au plaidoyer du Gabon, le monde célèbre désormais la journée internationale des veuves. C'est une journée qui est consacrée pour constater l'évolution des droits de ces personnes. À l'épreuve des faits, l'on se rend compte que malgré l'arsenal juridique mis en place, malgré tous les mécanismes au quotidien pour accompagner la veuve, il y a encore spoliation, il y a encore violence. Sans prétention, qu'est-ce qu'il faut proposer pour que peut-être les choses changent? Alors, de mon point de vue, je dirais très rapidement que, en partant du constat que nous vivons dans une société individualiste, une société du bonheur privé, nous devons travailler, à mon avis, de façon communautaire, de façon nationale. Nous devons travailler à plus de solidarité. Parce que les questions de veuvage, les questions de spoliation peuvent trouver leurs éléments de réponse dans les modèles de solidarité que nous allons développer. C'est pourquoi je nous invite à travailler davantage sur les questions de solidarité nationale pour voir comment encadrer tous ces éléments qui peuvent parfois fragiliser une partie de la population gabonaise. Merci, docteur Dani. Madame Gouabit, vous avez la lourde tâche de refermer cette émission. Votre mot à l'endroit des veuves qui vous regardent en cette journée internationale de la célébration de leurs droits. J'aimerais m'adresser aux veuves
celles qui sont veuves et celles qui ne le sont pas encore. Il faut souligner ici que l'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, il y a des attitudes préventives à adopter. Donc, au sein du couple, il est important de communiquer. Entre époux, il faut communiquer. Il faut tester, laisser des testaments, c'est important. Il faut faire des donations entre vifs. C'est-à-dire, quand on bâtit une maison, on construit une maison, il faut savoir déjà à qui on octroie ce bien immobilier. Il faut aussi créer ce qu'on appelle des sociétés civiles immobilières à l'intérieur de laquelle chaque associé aura sa part. C'est important pour éviter justement les spoliations, les bagarres fratricides entre frères et sœurs, les dépouillements des biens, l'insertion ou la spoliation des veuves, des orphelins par les collatéraux, par les héritiers familiaux que sont les frères et sœurs du défunt. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission co-organisée par le ministère des Solidarités. Mention spéciale à la direction générale de la veuve et de l'orphelin qui a orchestré cette émission. Nous remercions également Madame Marie-Anne Boga, magistrat hors hiérarchie, procureur général adjoint à la Cour de cassation, membre de la Commission des droits de l'homme et de l'ONG Agir pour le genre. Dr Florence Bikoma, anthropologue, maître assistant CAMES. Il y avait également Madame Micheline Otunga, directeur général de la protection de la veuve et de l'orphelin. Dans la seconde partie, Madame Pepesi Ogouligende, qui n'est plus à présenter, leader de la société civile, présidente de l'ONG Malachi. À côté, le docteur Dany Bekale, sociologue, maître assistant CAMES. Merci pour de nous avoir édifié sur plusieurs pans de cette problématique. Et puis, Madame Pamela Ngouabit Kumba, DGA du bien-être, toutes ces personnes étaient là pour vous offrir leur lecture de l'avancée, de la condition de la veuve depuis le plaidoyer du Gabon qui a d'ailleurs obtenu la célébration de cette journée internationale. Oui, il y a aussi que les gestes barrières. Nous n'oublions pas. Je vais faire le geste. Restez assis, s'il vous plaît. Nous allons vous donner ce petit quelque chose qui peut changer la vie. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous laver les mains, respecter les gestes barrières. Tout cela vous permet de rester en bonne santé. Cette édition spéciale se referme. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24, eux, se poursuivent.